Écoutez, bonjour à tous. On est évidemment ravis d'être présents parmi vous, devant une assistance légèrement clairsemée, mais évidemment, on va faire avec, ça ne pose pas de problème. On va vous présenter un projet qui nous tient beaucoup à cœur, compliqué de mettre en place lorsque l'économie va bien dans un écosystème fiable et avec des perspectives pérennes, et encore plus compliqué lorsque on est dans un écosystème comme le nôtre en ce moment. On va donc parler de croissance externe. C'est un sujet qui est éminemment vaste, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. On va essayer d'être relativement concis, on va passer une vingtaine de minutes à vous présenter quelques éléments théoriques. On va garder une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions si vous en avez. On a des questions qui vont venir de la salle et aussi en live qui seront gérées par Jean qui est derrière vous. Alors les principaux sujets qu'on a envie de parcourir avec vous. Première question, c'est quelle cible et quel risque ? Finalement, comment, dans un contexte mouvant comme celui qu'on connaît aujourd'hui, repérer des cibles de croissance externe? Ça va être notre premier point. Et le deuxième, quels sont les risques particuliers liés à cette période associés et notamment qui vont concerner nos clients, à savoir les PME et les PMI. Donc, premier chapitre vraiment lié à la croissance externe à travers les cibles et les risques associés. Le deuxième, une fois qu'on a passé, j'ai envie de dire, cette identification de cibles, on va être sur la valorisation des entreprises et les leviers de financement qui peuvent exister, que vous connaissez évidemment tous, mais qui vont différer en période de crise. Donc, valorisation d'entreprise en période de crise, et le deuxième, levier de financement. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou est-ce qu'on est bon? Formidable. Du coup, on va enchaîner avec le premier chapitre. Quelle cible et quel risque? Alors, comment repérer les opportunités de croissance externe en temps de crise? Donc là, Ludovic, si tu peux juste aller sur la planche d'après. Hop, voilà. Il y a deux points qu'on aimerait voir avec vous. Le premier, c'est la croissance externe, un moyen et pas une fin en soi. Pour le coup, pour avoir travaillé avec un grand nombre de dirigeants sur les 10 dernières années, souvent, vous leur posez la question de quoi vous avez envie à horizon 2, 3, 4, 5 ans. Une réponse qui revient assez fréquemment, c'est j'ai envie de racheter une boîte. J'ai envie de faire la croissance externe, j'ai envie de faire du build-up, quelles que soient les formulations utilisées, la finalité est toujours la même. Le problème, c'est que la croissance externe est avant tout un moyen et pas une fin en soi. Une opportunité de croissance externe doit servir une stratégie d'entreprise claire, définie, et ne doit en aucun cas se substituer à une absence de stratégie. Si jamais vous rachetez une société, même peu chère, même à la barre du tribunal, elle ne permettra pas de répondre aux objectifs opérationnels et actionnariaux. Et ça, c'est un point qu'on va essayer de mettre en lumière pendant ces 20 minutes. C'est un point qui est fondamental, que vous devez absolument garder en tête. À titre d'information, environ 20 à 30% des opérations de croissance externe délivrent la valeur qu'elle était censée délivrer au début. En filigrane, ça veut quand même dire que plus de 2 acquisitions sur 3 vont détruire de la valeur pour les opérationnels et surtout pour les actionnaires. Donc les opérations de croissance externe, pour terminer sur le sujet, sont des opérations risquées et elles sont de manière générale, une nouvelle fois, on est désolé d'insister un peu là-dessus, plus destructrices de valeur qu'elles ne sont créatrices de valeur. L'idée Hop là, c'est très fort, désolé. L'idée de cette mise en garde et la raison de poser cette mise en garde, effectivement, elle nous a semblé importante parce que ce qui va caractériser une période de crise, c'est effectivement de fluidifier des situations qui étaient plutôt visqueuses auparavant. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On avait des parts de marché qui étaient établies, des zones géographiques qui étaient établies, des choses qui étaient réparties entre différents fournisseurs à l'intérieur d'une entreprise, etc., etc. Et une période de crise peut et va bouleverser, bouger des lignes, de façon à rendre possible des tas d'événements qui n'étaient pas envisageables auparavant. Il y a des barrières douanières, par exemple, qui se mettent en place. Tout d'un coup, quelqu'un qui livrait dans notre pays ne peut plus livrer. Il y a des restrictions pour la circulation de certains biens. Tout d'un coup, c'est une opportunité pour nous de livrer dans des endroits où avant on ne pouvait pas livrer. Il y a des technologies dont le déploiement était peut-être lent. Le télétravail en est un excellent exemple. Eh bien, une crise va fluidifier une situation et donc accélérer des transformations.
Ça, c'est un point qui est très important de garder présent à l'esprit et continuellement présent à l'esprit, parce que derrière fluidification des situations, accélération des transformations, bien évidemment, cette opportunité qui vient. Donc les trois sont très liés. Donc ces situations de crise génèrent par essence des opportunités. Encore faut-il que ces opportunités fassent du sens pour l'entreprise. Okay. Et ça, c'est vraiment le point qui est fondamental, c'est de se reposer la question systématiquement du sens de la croissance externe. Je ne vais pas vous citer, mais cet été a été débordant d'activités avec le nombre d'entreprises qui avaient envie de faire des acquisitions. Et sans mentir, dans à peu près 80% des cas, lorsqu'on se pose avec les dirigeants et qu'on se pose la vraie question de la valeur ajoutée de cette acquisition ou de cette idée d'acquisition par rapport au nouveau contexte, la réponse est non, finalement, j'en ai pas besoin. Donc c'est vraiment un danger, c'est un peu un miroir aux alouettes, ok. Et il faut vraiment rester présent là-dessus et focus là-dessus. L'autre point qui est important, c'est que les opportunités de croissance, les bonnes opportunités de croissance vont rarement vous tomber sur le nez. C'est dommage, mais il y a un peu de travail à faire. Okay, et donc il y a un peu de travail à faire, c'est-à-dire qu'il faut excessivement activer votre réseau relationnel, ne pas hésiter à aller de l'avant. Certaines des entreprises qui avant n'étaient pas du tout sur le marché peuvent le devenir, on ne sait pas tout. Il ne faut pas hésiter à aller voir des dirigeants d'entreprise. La crise, on l'a dit, fluidifie beaucoup de situations. On ne connaît pas la situation personnelle de beaucoup de dirigeants. Et peut-être que certains dirigeants, la crise leur a fait tout simplement réaliser que leur vie était ailleurs et qu'ils avaient envie de faire autre chose. Et des boîtes qui étaient a priori absolument pas vendables, tout d'un coup, arrivent sur le marché. Et évidemment, si vous êtes le premier à arriver, on évoquait encore tout à l'heure, avant les banques d'affaires, avant tout le monde, vous avez une sorte de main d'avance sur l'entièreté du marché. Et donc, c'est quelque chose qui est très fort. Donc, activez votre réseau. Comprenez les nouveaux moteurs qui animent les marchés servis. Tous les marchés ont vu des lignes bouger. Tous les marchés ont vu des choses changer. Je ne vais pas vous citer les exemples de l'aéronautique, de l'automobile, du retail, etc. Je ne connais pas un marché qui n'est pas impacté actuellement par les conséquences de la crise sanitaire. Et donc les drivers ne sont plus les mêmes que ceux qu'ils étaient il y a quelques mois. Donc, comprenez ces nouveaux drivers, anticipez les nouveaux drivers des marchés. Peut-être que les cibles que vous allez rechercher n'étaient pas du tout celles que vous auriez recherchées il y a quelques mois. Okay, donc ne vous endormez pas sur vos connaissances et vos acquis que vous aviez jusqu'à présent. Les nouveaux équilibres des forces en présence sont très importants à évaluer. On avait cette vue un peu classique de se dire un tel est fort, un tel est moins fort, etc. etc. Une crise, cette crise, de par son amplitude et de par sa profondeur, peut rebalayer les forces en présence et clairement vous emmener à repenser l'entièreté de la vision du marché dans lequel vous voulez positionner. Donc travaillez vraiment ça et enfin en interne créer une garde rapprochée. Je crois que dans certains modules qu'on a créés avec, je vois Malek dans l'assistance, mais on a beaucoup bossé au début de la crise à créer des modules sur comment gérer les crises, comment gérer le tsunami qui nous arrive dessus. On a fait ça en mars-avril cette année et un des points essentiels pour les dirigeants est vraiment d'avoir une garde rapprochée sur laquelle il peut se baser et sur laquelle il peut compter pour l'aider, notamment dans le cadre de la croissance externe. Okay. Si on prend ces quelques mises en garde et ces quelques conseils pour repérer les opportunités, l'élément suivant, ce sont les risques associés principalement pour une PME-PMI à faire du M&A, à faire de la croissance externe. Par essence, une PME, une PMI, c'est un peu une hypothèse qu'on va poser, mais n'est pas une machine de guerre qui va faire de l'acquisition tous les 4 matins. Donc il y a peu de connaissances finalement en interne de comment on fait une acquisition, une croissance externe dans une petite entreprise. Donc ne jamais oublier que l'acquisition est une opération excessivement chronophage. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et si on veut assurer le succès de cette opération, on peut être amené à mettre toute son énergie et à pomper des ressources qui étaient essentielles pour le vaisseau amiral, l'entreprise d'origine, à les transférer sur la cible, à créer de la valeur sur la cible et en parallèle à perdre de la valeur sur le vaisseau amiral. Donc au global, on fait une opération blanche, on aura mis tout le monde sur les rotules,
et c'est pas vraiment quelque chose de pérenne et de constructif. Donc ne jamais oublier qu'une opération de croissance externe est chronophage et est toujours beaucoup plus chronophage que ce qu'on anticipait lorsqu'on a étudié le dossier. On découvre toujours des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes à gérer et toujours ce qu'on va appeler des cadavres dans le placard. C'est classique. C'est toujours comme ça dans une opération de croissance externe. Donc la temporalité est quelque chose de très important. Le deuxième point, c'est qu'une entreprise qu'on va acheter à la casse, comme le disait tout à fait justement Guillaume, si elle est à la casse, c'est pas pour rien. Il ne faut pas non plus s'imaginer que l'entreprise est miraculeusement tombée à la casse et que nous, on va arriver et qu'il suffira de faire business as usual pour la faire remonter. Donc la complexité en sus de la temporalité sont deux éléments importants. Pour redresser ou pour mettre sur un chemin vraiment de croissance une entreprise qui était à la casse, on va devoir y mettre des compétences qu'on utilise aujourd'hui dans le vaisseau amiral. Donc comment va-t-on faire dans le vaisseau amiral si demain on va prendre 20, 25, 30% des compétences du vaisseau amiral pour les transférer sur une entité qu'on a besoin de redresser? Il faut toujours penser à ça, il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et l'autre point qui est important, c'est le risque de timing d'intégration. Quand on est une toute petite entreprise, si on n'intègre pas rapidement la cible que l'on va chercher à acquérir, si on n'intègre pas rapidement les fonctions support et des fonctions qui peuvent nous permettre de faire des synergies et donc de dégager des économies très rapidement grâce à cette acquisition, eh bien, on va, nous, en tant que dirigeants, patrons de cette PME, doubler le temps que l'on va passer dans chacune des entités et on a de très fortes chances d'aller vers le burn-out ou tout au moins un certain temps sur les rotules, et ce qui n'est pas fondamentalement extraordinaire pour une PME parce que le dirigeant a un rôle essentiel, stabilisateur de la PME. Très souvent, il est dirigeant et actionnaire majoritaire ou actionnaire unique de la petite entreprise. Donc il faut penser vraiment au timing de l'intégration, quelque chose de très fondamental. Et dans tout ça, ne pas oublier qu'il faut penser à être accompagné. Accompagné par ses comptables, accompagné par son CAC, accompagné par des avocats avec lesquels on travaille depuis un certain temps, et bien évidemment être accompagné par des entités dont c'est le métier. BPI France Conseil, représenté ici par Guillaume, on est le meilleur exemple. BPI France Conseil a tout un tas de modules, il vous expliquera ça plus tard, qui ont été créés pour justement accompagner les dirigeants dans ces phases de croissance externe et encore plus dans les phases de croissance externe en période de crise qui sont doublement dangereuses pour l'entreprise. Donc ça, c'est un point qui est très très important, l'accompagnement. La question magique que tout le monde va poser, comment est-ce que je valorise mon entreprise? Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Première chose qu'il faut garder à l'esprit, une valorisation n'est pas un prix de vente. Donc on a plein de méthodologies de valorisation qui existent. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer en détail ce que sont toutes ces méthodologies. Clairement, pour des PME, des PMI, pour des petites boîtes, par exemple dans des écosystèmes comme la restauration, le service aux personnes dans le B2C, on va utiliser des méthodos des barèmes, pour d'autres on va utiliser des multiples, pour d'autres on va utiliser plutôt du DCF, du discounted cash flow, enfin du FCF je crois en français, pardon, flux de trésorerie provisionnelle, etc. Il y a plein de méthodologies qui existent. Okay. Ces méthodologies ont une grande vertu, c'est de positionner des idées de valorisation d'une entreprise, mais des idées de valorisation ne restent malgré tout qu'une image financière de l'entreprise. Or, quand on va racheter une PME ou une PMI, on va racheter une entreprise et on va racheter également son image, mais également le vécu des gens. Et il y a une charge émotionnelle qui est très élevée dans la vente des PME et des PMI. Et certains dirigeants de PME et PMI, en fait, ils ne vous vendent pas leur entreprise, ils veulent vous vendre leur vie. C'est très compliqué à acheter et très compliqué à capitaliser sur une vie. Donc tout ce chemin entre une valorisation qui va avoir un côté relativement financier et un prix de vente est une des parties les plus complexes qui est à réaliser dans l'acte d'achat d'une société. Et encore plus en temps de crise où les méthodologies d'évaluation vont montrer des évaluations, des valorisations qui sont
un petit peu plus basse que ce qu'on aurait pu espérer encore il y a un an et demi, alors que les dirigeants vendeurs, eux, n'ont pas changé le curseur de leur attente sur le prix de vente. Donc on se trouve vraiment dans un effet ciseau entre des valorisations qui sont plutôt à la baisse et des souhaits de prix de vente de la part du cédant qui, eux, n'ont pas bougé. Donc ça, c'est un point très important à intégrer. Je vais ajouter très vite une chose, c'est qu'en temps de crise, il y a une chose qui est très sûre, c'est que le futur n'est plus ce qu'il était. Le futur que l'on voyait il y a 6 mois n'est plus le futur que l'on voit aujourd'hui. Que ça nous plaise ou pas, le futur a changé. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment garder présent à l'esprit dans toutes vos approches lors des acquisitions. Le futur n'est plus ce qu'il était. Et le passage de la valeur au prix a été complètement transformé par la crise et par tous les changements, les chamboulements qu'il y a eu dans l'écosystème business dans lequel toutes les entreprises évoluent. Okay. Juste pour vous aider, pour le passage de la valorisation au prix de vente de l'entreprise, n'oubliez pas, quand vous avez des éléments, je dirais, hors prix, hors financier, pour faire une partie de ce chemin de la valeur au prix, okay, les éléments suivants. Quel est le lien entre cette cible d'acquisition et votre objectif stratégique ? Comment je vais créer la valeur ? Où est-ce que je vais créer la valeur ? Ça va vous permettre de mettre un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de goodwill sur la valorisation purement financière de l'outil. Le deuxième point, est-ce que les cultures de nos deux entreprises sont alignées ? Si les cultures des deux entreprises sont alignées, si les valeurs des dirigeants sont alignées, l'intégration, ce qu'on appelle le PMI, le Post-Merger Integration en bon français, le PMI va se faire d'autant plus facilement et vous pourrez d'autant plus facilement dégager de la valeur de l'opération d'acquisition. Et donc vous pourrez vous permettre peut-être de parcourir quelques petits pas supplémentaires entre la valorisation et le prix de vente attendu par le dirigeant. Donc alignement des valeurs fondamentales. Temporité de l'intégration, ça on l'a évoqué. Si on a des ressources, des compétences internes ou externes qui nous permettent d'intégrer très très rapidement les fonctions support, de dégager très rapidement les synergies sur les fonctions support, on parle toujours des fameux 100 jours, bon c'est un peu une caricature, mais c'est vrai quand même que si on peut le faire en 2 ou 3 mois, c'est quand même assez extraordinaire et ça paye beaucoup et ça dégage beaucoup de valeur. Donc ça, c'est un autre élément qui va nous permettre de nous dire est-ce qu'on est équipé pour dégager la valeur très rapidement en dégageant des synergies sur les fonctions support relativement rapidement, okay. Et surtout sur les nouveaux business, okay, les synergies business, comment je peux rapidement dégager les synergies de business. Ça, c'est un point essentiel. C'est une grosse partie de la valeur qui va être créée, va être effectivement sur des nouveaux marchés qu'on va réussir à aller conquérir ou sur des parties de notre chaîne de valeur qu'on va intégrer en intégrant quelqu'un qui est en amont ou qui est en aval de notre chaîne de valeur existante et comment je vais pouvoir capitaliser là-dessus et créer des nouveaux business. Donc quand vous avez bien intégré ces éléments, vous pouvez, vous en tant qu'acquéreur ou personne qui va étudier une cible, vous dire voilà comment je peux parcourir une partie du chemin entre la valorisation et le prix d'achat que je suis prêt à payer. Okay. On pourra en discuter dans d'autres contextes, mais on a tout un ensemble d'éléments justement de formation, etc., qui tournent autour de ça, sur la croissance externe, qui peuvent vous aider et vous accompagner. Okay. Et sur la partie financement, je te rends... Quelques éléments sur la partie financement. Une nouvelle fois, on a envie de procéder à une mise en garde. On a envie de dire attention à l'abondance de cash que vous voyez partout, sur tous les marchés. J'ai envie de dire que vous n'avez qu'à quasiment traverser la rue pour trouver du cash. C'est à peine caricatural. Le premier point, c'est que vous avez sans doute entendu parler des fonds d'investissement qui ont ce qu'on appelle le dry powder. Ça veut dire qu'ils ont encore de la poudre sèche dans les poches. C'est tout l'argent qu'ils ont levé, non encore investi, avec une fenêtre qui ne cesse de se réduire. Donc les fonds d'investissement en ce moment ont beaucoup d'argent à investir, avec une fenêtre temporelle qui est de plus en plus réduite. Donc premier point, en effet, ça n'est pas un mythe, il y a beaucoup d'argent sur le marché. Le deuxième élément, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez sécurisé une partie de votre trésorerie, vous avez sécurisé un PGE qui vous donne les coudées un peu plus franches justement pour envisager une opération de croissance externe. Et par conséquent, vous n'avez pas ces problèmes que peuvent rencontrer beaucoup d'entreprises sur le marché aujourd'hui avec des problèmes de cash à court terme. Donc premier élément, des fonds d'investissement qui ont les poches pleines.
Deuxième élément, un PGE qui parfois est sécurisé et des fonds d'investissement qui viennent toquer à votre porte. Et le troisième enjeu, en ce moment, lorsqu'on ouvre la presse économique ou autre, on entend parler de quantitative easing, on entend parler de plans de relance qui se succèdent en continu, en permanence. Et en fait, on a vraiment l'impression que l'État a mis en marche la planche à billets et l'a fait fonctionner de manière très efficace. Et en fait, tous ces éléments vous donnent l'impression qu'on est dans un monde qui baigne de liquidité. Et ce qu'on a envie de faire, de dresser comme conclusion à ce niveau-là, c'est faites attention, l'argent gratuit n'existe pas. On a le mirage de cette liquidité qui est en partie réelle. Et d'ailleurs, je pense qu'on est un bon acteur pour en parler à ce niveau-là. Mais faites attention, malgré tous les messages que vous entendez au quotidien, de la part de vos partenaires, des institutionnels ou même de nous, l'argent gratuit n'existe pas. Et juste pour ajouter un élément sur le fameux dry powder, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent disponible actuellement, mais en même temps, pour avoir eu quelques échanges avec pas mal de fonds là, dernièrement, les fonds aujourd'hui ne veulent pas non plus faire n'importe quoi de leur argent et ils préfèrent investir des entreprises dans lesquelles ils sont déjà présents. Donc les fonds vont plutôt donner de l'argent dans les entreprises dans lesquelles ils sont déjà présents pour faire de la croissance externe. Ce qui fait que de chasseurs, on peut se retrouver chassé. On peut très vite devenir la cible d'acquisition. Donc le dry powder marche dans les deux sens, il faut faire très attention. Donc on va approcher des gens, mais bien comprendre dans la cible que l'on va regarder, quelle est la gouvernance actionnariale, qui sont les personnes autour de table, et si ce sont des fonds qui éventuellement ont pas mal d'argent et peuvent être un petit peu forts et un petit peu actifs, faire attention que la casserole ne se retourne pas sur la tête du chien pour pas dire autre chose et qu'on n'ait pas rencontré des gens pour les acheter et qu'on se fasse racheter finalement. C'est peut-être pas désagréable d'ailleurs, mais enfin c'est juste un point qui est important. Vraiment, le dry powder ne sera pas jeté par les fenêtres. Le dry powder est vraiment utilisé. Je le vois dans le venture capital par exemple. Le dry powder dans le venture capital permet de faire les séries B, les séries C. Et tous les arbitrages qui ont été faits ces derniers mois ont été de se dire quelle entreprise on va suivre en série B et en série C. Et on va pouvoir justement, par rapport à nos plans initiaux, monter beaucoup plus dans des séries B et dans des séries C. Mais par contre, investissement dans du seed, là, c'est un petit peu bloqué, quoi. Même si dans le seed, on investit plus dans des personnes que dans un projet, ok. Mais on a un changement aussi de comportement des fonds. Donc tout bouge dans cet écosystème, mais vraiment l'écosystème du financement bouge beaucoup actuellement et réfléchit beaucoup actuellement. Pardon, je voulais juste ajouter ce point. Tu as raison. Dernière étape, finalement, comment nous, BPI, pouvons-nous vous accompagner sur ces sujets? On a énormément de modules qui sont pertinents. On va vous en présenter 3 très rapidement. Le premier qui est de la préparation à la croissance externe. Ludovic le disait très justement pendant toute une partie de la présentation. La croissance externe étant un moyen et non pas une fin en soi, on aime bien la coupler avec une analyse stratégique en amont afin d'être sûr que l'intégralité des parties prenantes au sein de l'entreprise est bien alignée sur quelle est la stratégie et quelle est la cible adéquate. Donc ça, c'est un point qui est fondamental et qu'on va pouvoir potentiellement travailler ensemble sur un premier atelier. Le deuxième atelier, c'est ce qu'on va appeler du screening pré-M&A ou de l'identification de cibles en bon français. Finalement, c'est de se dire, OK, on a dressé une stratégie en termes de diversification, secto, géo, produits, quels que soient finalement les rationnels. On va dresser une liste de critères d'attractivité, d'accessibilité. Qu'est-ce qui crée de la valeur? Qu'est-ce qui est facile à faire? Et en fonction de ces différents critères, on va aller identifier ce qui existe sur le marché, sur les géographies qui vous intéressent, au sein des clients qui vous intéressent, toutes les cibles qui sont pertinentes. C'est un travail de fourmi. C'est un travail qui peut être fait parfois par une banque d'affaires qui ira jusqu'à la transaction. Nous, on s'arrête avant. On fait vraiment l'identification de cible et ensuite, on passe le dossier potentiellement à la banque d'affaires. Mais ça permet en fait de dresser un panorama de ce qui existe et comme le disait Ludovic, potentiellement avant que les cibles ne soient à vendre. Le timing est fondamental. Si jamais vous avez une liste précise de sociétés qui vous permettent d'accélérer votre plan stratégique et qu'au moment où ça bascule, vous êtes prêt, vous avez un actif stratégique que vous avez développé. Et le troisième point, PMI ou intégration post-acquisition, c'est finalement comment verrouiller sur les premiers 100 jours post-acquisition les différents départements, les différentes personnes pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Et je peux vous en parler parce que dans mon expérience précédente, j'ai magistralement planté une intégration
pour avoir justement sous-estimé les 100 jours post-intégration et les différences culturelles qui peuvent exister. Donc c'est un point fondamental. Donc ça, c'est 3 modules qui existent au sein de BPI France. On en a évidemment d'autres. L'idée, c'est pas de passer trop de temps dessus. Et on pourra répondre à vos questions dans un second temps, évidemment, si vous en avez. Dernier point, là, je ne vais pas passer vraiment trop de temps. Juste pour vous dire qu'on a plus d'une vingtaine de consultants qui sont référencés chez BPI sur ces problématiques. On a déjà réalisé un certain nombre de missions et on se fera un plaisir d'y répondre, de vous donner des cas concrets si jamais vous avez des questions. Pour terminer, je vais te laisser la parole, Ludovic, et après on vous assure que ce sera... Voilà, on va résumer juste en 4 points que vous gardiez vraiment présents à l'esprit. Point essentiel, la croissance externe est un moyen au service d'un plan stratégique, mais pas une fin en soi. Okay. Si elle est une fin en soi pour le dirigeant, on n'est pas aligné avec des enjeux stratégiques de l'entreprise, mais peut-être avec des souhaits personnels du dirigeant, ce qui est tout à fait respectable. Mais là, on est plus dans des problématiques égotiques du dirigeant, et là, on n'a pas de module de conseil sur les problématiques égotiques du dirigeant. Je suis désolé de vous le dire, mais on ne peut pas vous aider. Mais 2/3 des opérations de M&A ne délivrent pas la valeur espérée pour les actionnaires. Il faut vraiment le garder présent à l'esprit. Okay. Souvent, c'est une sous-estimation des difficultés post-acquisition essentielles. Ne jamais sous-estimer la complexité. Les miracles sont rares. Désolé de vous décevoir à nouveau. Je suis un petit peu un pisse-froid aujourd'hui, mais désolé, c'est ça. Soyez bien accompagnés pour éviter les mauvaises surprises. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. N'hésitez pas à parler autour de vous, à échanger avec des gens qui ont déjà fait et qui pourront vous dire combien c'est compliqué et combien ça peut être painful de ne pas se faire accompagner. Et le dernier, ne l'oubliez jamais, le financement le moins onéreux pour une entreprise, ce sont toujours vos clients. Ce n'est pas l'emprunt, ce n'est pas d'échanger du capital contre de l'argent, c'est réellement vos clients qui vont vous acheter vos services et vous apporter de l'argent. Ça reste de tous les financements celui qui est le moins cher. Donc bosser à sa croissance organique n'est pas ridicule non plus pour une entreprise pour assurer sa pérennité. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si on a une ou 2 minutes. Non, c'est bon, on a terminé. S'il y a des questions, vous allez avoir le moyen de nous joindre et vous pourrez les pousser par les emails classiques. Merci à vous.